Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Groussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Louise Massé, bonjour. Bonjour. Tu es aujourd'hui interviewée pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. On va voir ensemble un petit peu ton parcours. Tu travailles aujourd'hui dans une ONG internationale française. Exact. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire quel âge tu as et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler pour cette ONG? Ok. Alors, tout a commencé quand j'ai intégré l'Institut Bioforce en banlieue lyonnaise en 2013. Et j'ai intégré du coup la formation qui s'appelait à l'époque Services généraux, option logistique humanitaire. Je crois qu'elle a changé de nom depuis. Et du coup, c'est une formation en 3 ans qui nous offre un double diplôme, donc chargé des services généraux et logistique humanitaire. Comment est-ce que j'en suis arrivée à intégrer l'ONG pour laquelle je travaille aujourd'hui? C'est qu'en dernière année de cette formation, qui se fait en 3 ans, il y a une alternance qu'on doit faire tout au long de l'année. Et du coup, j'avais postulé pour le poste de services généraux au sein de cette association, auquel j'ai été prise. Et du coup, voilà comment tout a commencé. Par la suite, du coup, après mon alternance, j'ai pu partir au Sud-Soudan, à Malakal plus exactement, donc dans le nord-est du pays, en tant que logisticienne base, on appelle ça comme ça, donc c'est toute la gestion, on va dire de A à Z d'une base d'une ONG. Donc j'y ai passé 10 mois, ouais c'est ça, et par la suite, en rentrant 3 mois plus tard, je suis partie donc en Syrie, à Raqqa, faire l'ouverture, c'était une mission qu'on dit post-ouverture, c'est-à-dire c'est juste après que la mission d'urgence ait fait les premières installations, on va dire. Et donc je suis partie là-bas 7 mois, donc on était entre Kobané et Raqqa sur tout cet axe-là. Et actuellement je travaille en Centrafrique, République centrafricaine, et je suis responsable approvisionnement pour la même ONG, toujours. D'accord. Et tu as quel âge? Pardon, j'ai 25 ans. 25 ans. Ouais. Donc c'est jeune. Ouais, j'ai eu de la chance assez vite de trouver ma voie et une formation qui m'allait et tout s'est enchaîné très vite pour moi. Parmi tes collègues, il y en a beaucoup qui ont le même âge que toi? C'est rare. Être on va dire, là j'en suis actuellement à ma 3e mission, c'est assez... Je fais partie des plus jeunes. Ça c'est sûr. D'accord. Et donc là aujourd'hui, là tu es toujours en fait en mission en RCA, tu es ce qu'on appelle en break, c'est-à-dire que tu es de retour en France pour quelques jours. Pour des vacances, oui, Voilà, c'est ça. d'accord. Et tu repars tout de suite derrière? Je repars tout de suite derrière et je finirai cette mission-là pour l'instant fin novembre, peut-être plus. On verra. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail de logisticienne dans une organisation internationale? Ouais, je vais le dire avec mes mots parce qu'après je vais pas rentrer dans les côtés trop techniques non plus. Mais du coup, la logistique, on va dire humanitaire, de manière générale, enfin voilà, c'est vraiment, en fait, il faut essayer de s'imaginer qu'il y a une base vie et une base de travail, d'accord, que l'ONG crée pour le bien de ses activités. Et le rôle du logisticien base, c'est vraiment de faire en sorte que les activités puissent marcher, c'est-à-dire qu'on signe un projet avec des objectifs, donc en fait, ça va être tout ce qui va être, ça va passer par l'achat, le transport, le stockage de tout le matériel dont les programmes peuvent avoir de besoin. Et tout ce qui va être aussi donc logistique pour le maintien de la base vie, le confort des expatriés, avoir des conditions de bureau qui sont correctes aussi. Voilà, la sécurité aussi, beaucoup. On est beaucoup en support sur la sécurité, donc faire en sorte, je donne un exemple, qu'on ait suffisamment de gardiens le soir, que la base soit sécurisée, que personne ne puisse s'introduire sans autorisation. Voilà, après ça va être tout ce qui va être gestion de parc véhicules aussi. Donc on gère selon la taille de la mission, on peut avoir jusqu'à une vingtaine de véhicules à gérer parfois. Voilà, le suivi des mouvements de chaque expatrié, autant on va dire quotidien pour la mission, mais aussi on va dire de manière hebdomadaire ou mensuelle selon les vacances de chacun. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment là, il y a la partie approvisionnement et la partie vraiment gestion des équipements, gestion de la base vie, appui à la sécurité.
D'accord. Pour donner un ordre de grandeur, on en parlait, l'ONG pour laquelle tu travailles brasse en gros 79 millions, enfin, on va dire 80 millions Mm. d'euros par an, en tout En cas moyenne, en ouais, ce c'est ça. moment, voilà, pour les budgets, Mm. qui sont ensuite attribués sur différents pays, c'est ça? Différents programmes, Alors, ça fonctionne pas forcément comme ça. En d'accord? fait, c'est. Dans le cas de cette ONG-là, du coup, il y a quand même donc, une grande partie des financements qui sont des fonds privés, donc des bailleurs de fonds, des entreprises, plein de choses différentes. Et du coup, en fait, c'est ces bailleurs de fonds qui font souvent des appels à projets, qui disent voilà, j'ai envie d'investir tant d'argent dans tel pays pour telle raison. C'est dans notre cœur de métier, on va y répondre. Du coup, c'est l'attribution de financière, elle vient de ça. C'est pas l'ONG pour laquelle je travaille qui va attribuer tant d'argent à tel pays, quoi. D'accord. Donc, en fait, enfin, les programmes vont être un petit peu dépendants de qui va financer et à quel montant. Complètement, Ok, complètement dépendant, oui. d'accord. C'est quelque chose qui se ressent ça sur le terrain? La dépendance au bailleur, complètement. Parce que alors, il y a un côté bien à cette dépendance, c'est-à-dire que du coup, vu qu'on doit prouver chaque dépense, chaque, on va dire, impact et résultat de projet, on a une rigueur qui nous est imposée, mais du coup, que moi je trouve très pertinente et agréable au quotidien, on va dire, de manière générale. Mais par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une visibilité des fois financière au-delà de 6 mois. Donc voilà, pour les équipes locales, les recrutements, même les équipes expatriées, on ne sait pas toujours combien de temps en fait ça va durer, tout ça. Et puis ça ne nous permet pas voilà, de faire des projets par la suite tant qu'on n'a pas forcément tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les financements, quoi. D'accord. Tu parles d'équipe locale. A priori, donc il y a en tout cas par cette ONG plus de 2000 personnes qui sont employées en tant que staff national C'est comme ou ça qu'on dit, ouais, expatriés. exactement. Comment se passe la constitution des équipes une fois sur place pour les programmes? Pour les programmes uniquement, bah, du coup, c'est divisé en trois, on va dire, afin que les projets puissent aboutir. Du coup, il y a donc une partie, bien sûr, technique, programme, selon ce que c'est. Ça peut être de la réhabilitation de points d'eau, ça peut être donc, tout ce qu'on appelle eau et assainissement, ça peut être de la sécurité alimentaire et tout ça. Donc, on constitue une équipe, on va dire, techniquement adaptée. Donc, il y a les ressources et les capacités techniques. Et pour les appuyer, du coup, il y a les métiers support qui est constitué de deux parties, la logistique, donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, et le côté administratif et financier, et RH. Voilà. Et donc là, c'est tout ce qui va être suivi budgétaire, trésorerie et gestion des ressources nationales. D'accord. Euh, Là, si on prend le cas des différentes missions que tu as fait, tu parlais tout à l'heure de la sécurité. Mhm. Tu as été dans des pays qui, a priori, niveau sécurité, sont quand même un petit peu dans un contexte un peu tendu. C'est sûr, Ouais, on peut le dire. voilà. Comment ça se passe la gestion de la sécurité quand on est sur des terrains de pays en guerre ou très instables? Alors, la première chose, c'est qu'il y a des règles strictes parfois, avec des couvre-feux, des mouvements autorisés, non autorisés, on peut pas aller n'importe où, même dans une ville, on peut pas s'arrêter dans n'importe quel bar qui a l'air sympa, n'importe quel boui-boui, enfin... Donc voilà, la première chose en fait, c'est qu'il y a des règles. Après, c'est pour éviter tout incident. Après, on n'est jamais à l'abri. Le risque zéro n'existe pas. Donc après, bien sûr, il y a des niveaux, on dit d'incident selon le risque et l'impact que ça peut avoir. Mais voilà, la première chose qui est mise en place, c'est les règles. Et après, la gestion d'une crise, on dit, ou d'un incident, on doit s'adapter à chaque contexte, enfin chaque moment, quoi. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, c'est beaucoup du ressenti, c'est beaucoup de prise de recul et c'est de la connaissance de la personne qui est en charge de la sécurité. C'est pour ça qu'on a des briefings très poussés sur le contexte pour pas qu'on soit surpris et puis pour qu'on puisse mieux appréhender si jamais on est face à quelque chose d'inconnu en fait, parce que c'est des contextes où ici, dans notre quotidien, en tout cas en France, c'est des choses qu'on verrait jamais, donc on n'a jamais été confronté à ça. Et donc le fait de savoir que c'est possible que ça arrive, on appréhende la chose si jamais ça arrive réellement, autrement, je pense. D'accord. Pour rendre ça un peu plus concret, tu te fais embaucher, tu vas partir pour une mission. Euh, on va prendre l'exemple de la Syrie par exemple. Mhm. Tu sais que tu vas partir là-bas. Qu'est-ce que fait ton ONG par rapport à ça, par rapport à Mhm. ce briefing sécuritaire? Comment ça se passe sur place? Et aussi, j'imagine, au retour, Mhm. il doit y avoir quand même des choses peut-être à mettre en place. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors du coup, avant chaque départ en mission,
là, c'est vrai que la Syrie, c'était un peu particulier, parce que c'était... Mais du coup, avant chaque départ en mission, on a un briefing, on appelle ça. Donc, sur toutes les catégories, hein, RH, logistique, admin, on a un peu tous les départements qui nous sont expliqués et détaillés. Et au niveau de la sécu, bien sûr, il y a un vrai aparté, un vrai focus qui est fait. Du coup, comment ça se passe pour ces briefings sécu? D'abord, il y a l'historique. En fait, la première chose, c'est qu'on nous parle souvent de comment ce conflit a commencé. On ne va pas non plus parler de l'historique d'il y a 300 ans, mais c'est pourquoi est-ce qu'on en est là dans cette situation dans le pays et tout ça. Et donc, après l'historique, c'est la situation actuelle, politique. Donc, si on prend l'exemple de la RCA, quels groupes armés sont présents, combien, qu'est-ce qu'ils revendiquent chacun, comment est-ce qu'on les différencie, où est-ce qu'ils sont situés dans le pays. Et donc voilà, nous, ça nous aide à savoir à quoi est-ce qu'on va être confronté et à comprendre l'ampleur aussi des fois parce qu'en RCA, il y a quand même aujourd'hui, il y a 16 groupes officiels, mais les officieux, ça c'est encore autre chose, donc c'est beaucoup. Donc ça nous aide. Une fois qu'on a eu donc le contexte actuel, là on nous donne un document qui recense toutes les règles sécuritaires, avec les couvre-feux, les lieux autorisés, les règles de schéma de communication par exemple en cas de problème. Enfin voilà quoi, ça recense vraiment, ça va dans le détail de chaque chose. Même sur tout ce qui est santé, on nous en parle aussi. Les risques, bah voilà, en RCA, ça va être, en Centrafrique, du coup, ça va plutôt être tout ce qui est parasites, vers et tout ça. En Syrie, c'était plutôt des bactéries volatiles. Enfin voilà, on nous explique aussi, et du coup, ça nous arrive souvent qu'on nous dise quels sont les symptômes. Et à ce moment-là, on nous donne aussi notre référence médicale. Ça peut être des partenaires locaux médicaux, les grandes ONG internationales qui y sont. Ça peut être des hôpitaux locaux aussi, ça peut être, ça peut être plein de choses différentes. Et voilà, après on part du coup, une fois qu'on a eu ce joli briefing et qu'on se sent prêt. Et sur place, on a à nous un briefing. C'est le briefing d'arrivée où on rappelle à nouveau les règles sécu parce que sur un papier, c'est bien, mais de voir, bah voilà, tel endroit est autorisé, tel endroit ne l'est pas, pourquoi, tout ça, c'est différent. En Syrie, par exemple, la règle numéro 1, c'était de marcher uniquement sur du goudron et absolument pas sur des débris parce que c'était miné. Donc, enfin voilà, quand tu le lis comme ça, c'est une chose, mais de voir, ok, c'est ça le goudron en fait, c'est ça, donc quand on dit goudron, c'est ça et c'est pas autre chose, ok. Ça peut paraître bête, mais vu les risques que ça peut représenter, c'est très important. Donc, on refait un briefing à notre arrivée, et voilà. Et après, il y a le retour, c'est ça que tu me demandais aussi. Le retour, ouais. Du coup, le retour, il y a un débriefing. Où bah là, c'est le moment en fait de faire part de ces frustrations qu'on a pu avoir, pro, perso, plein de choses quoi. Des recommandations aussi qu'on peut avoir. Ça peut être mais sécurité ou pas. Après sécurité, exemple de la RCA, on avait augmenté le couvre-feu finalement parce qu'on pensait que c'était pertinent. Voilà, enfin c'est ce genre de retour qu'on va faire. Et après, pendant les débriefings, c'est aussi de parler évolution de la mission, quoi, les potentiels, le potentiel que ça peut avoir, les pertinences, tout ça. Voilà. Ok. Ce fait de travailler ce contexte sécuritaire assez fort, est-ce que ça a un impact au quotidien sur ton ressenti de la mission, sur ton ressenti personnel aussi? Et ça, c'est forcément un impact parce que c'est une sorte de liberté hein, qu'on met de côté. Avoir des couvre-feux tôt, ça peut être très vite frustrant. En plus de ça, vu que selon là où on est, il faut savoir que des fois, il n'y a pas du tout d'activité en dehors du travail. Du coup, ça veut dire qu'on travaille plus, qu'on est tout le temps avec nos collègues, on dort avec eux, on mange avec eux, on vit avec eux et on travaille avec eux. Donc ça peut gérer de la frustration. Donc forcément, ça peut être fatigant, ça peut être émotionnellement, on va dire, éreintant. Après, je pense que chaque personne a sa capacité d'adaptabilité, mais ça s'est jamais mal passé parce qu'il y a quand même de la communication qui se fait. Par exemple, en RCA, quand on a eu des différences, c'était sans dire que c'était des conflits ou de la tension, hein. Juste, voilà, on n'était pas tous d'accord sur comment est-ce qu'on voulait vivre au quotidien. On a fait une réunion qu'on appelle les réunions de maison, en fait. Donc ça, c'est vraiment juste entre nous, le soir, tranquillement, sans pression. Et on discute de, voilà, moi, j'aime pas ça, ça me dérange quand tu fais ça. Enfin, c'est normal, en fait, ça s'appelle de la cohabitation. Mais c'est juste que là, contrairement à une coloc, on va dire, classique, on choisit pas avec qui on vit. On choisit un travail, mais il y a le package qui va avec. Et ça, voilà. Les conditions justement de vie, tu nous en as pas encore trop parlé sur place, c'est quoi? Donc c'est
Vous vivez tous dans une même maison, en colocation? Ça dépend des missions, bien sûr, mais de manière générale, oui, il y a des maisons, il peut y en avoir plusieurs, parce que selon le nombre d'expatriés qu'il y a à loger, donc on est logé dans des maisons souvent communes. Ce qui arrive aussi assez régulièrement, c'est que ce soit des maisons bureaux, c'est-à-dire qu'il y a deux terrains qui étaient réunis en un, d'où cette sensation, comme je disais, un peu d'isolement, où on voit vraiment tout le temps les mêmes personnes. Et voilà, et du coup, on a à notre disposition quand même, du coup, qui est payé par, en tout cas pour mon ONG, qui est payé, c'est donc des femmes de ménage, des ménagères et des cuisinières, ce qui nous permet quand même, comme je disais, vu qu'on travaille beaucoup et qu'on a peu de temps pour nous, c'est de nous libérer du temps et qu'on n'ait pas à faire ça, quoi. Et donc c'est un vrai confort. D'accord. Là-dessus. Et donc les expatriés sont un peu entre eux, enfin, vous êtes un peu entre vous et vous travaillez quand même pourtant avec des gens du pays, ce qu'on appelle le staff national, c'est ça? C'est ça. Oui, après, du coup, la journée, après, il y a une règle, c'est que nos staffs nationaux n'ont pas, même si c'est sur le même site, n'ont pas à rentrer chez nous. On essaie vraiment de poser cette distance parce que la maison, c'est censé être un endroit où on ne travaille pas. Euh, Après, oui, forcément, il y a une vraie communauté d'expats qui se crée de manière générale un peu de partout sur n'importe quelle mission parce que c'est des repères qu'on trouve et puis parce que voilà c'est important de savoir décompresser, de se voir en dehors, donc après on devient plus que des collègues et il y a parfois des amitiés qui se créent, ouais. Et c'est important. Et, ouais, cette promiscuité-là, ça peut être un poids, ça peut être plutôt moteur pour la mission. Ça dépend, tout dépend. Mais oui, en fait, c'est autant un poids que moteur, je pense. Parce que du coup, cette promiscuité, elle oblige, je pense, à une communication très vite, très rapidement, dès qu'il y a un truc qui va pas. Donc, ça laisse moins la place aux choses de déborder. Après, forcément, de vivre en promiscuité avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, c'est toujours pesant. Après, c'est, voilà, encore une fois, d'en discuter et de ne pas hésiter à prendre du temps pour soi. Et c'est là aussi où les breaks, comme on dit, qui arrivent tous les 3 mois sont essentiels parce que c'est obligatoire. C'est-à-dire que là, pour le cas de mon ONG, j'ai pas de mes congés payés ne me sont payés directement sur mon salaire. Et j'ai 7 jours ouvrés tous les 3 mois obligatoires où je dois quitter le pays. Et aller dans un pays, bien sûr, où l'ONG n'est pas présente. Vraiment, l'idée, c'est de me sortir. Et c'est dans ces moments-là, on retrouve son intimité, on se repose, on se sort la tête du boulot, quoi. Et c'est pour ça que c'est obligatoire, mais c'est pertinent que ça le soit. Ok. On parlait tout à l'heure, donc tu as parlé de mission d'ouverture, gestion de crise, post-urgence. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ces différents degrés d'appellation et différents niveaux, j'imagine, de contexte d'intervention? Ouais, alors du coup, quand il y a une crise humanitaire, que ce soit lié à un conflit ou à une catastrophe naturelle, il y a d'abord, dans la majeure partie des cas, une équipe qu'on dit d'urgence qui va être déployée. Et donc, il va faire les premières évaluations. Les évaluations, ça consiste à combien de personnes ont été touchées, dans quel secteur d'activité est-ce que nous, on pourrait intervenir, est-ce que c'est pertinent, combien d'autres partenaires sont là, déjà présents. Voilà, une fois qu'on a assez d'indicateurs pour savoir si on se positionne ou pas, du coup, la décision est prise de se positionner ou pas. Si on se positionne, du coup, par exemple, la dernière fois, c'était le Mozambique, ce genre de choses, on va du coup là constituer à nouveau une équipe où du coup là c'est plus, comment dire, elle est déjà plus construite, voilà. On va essayer, donc souvent c'est des gens qui restent que 3 à 6 mois, pas plus, parce que par contre en termes de rythme de travail, parce qu'il faut tout faire, ça va de la maison au bureau à lancer les premières activités, à récolter des financements aussi, ce genre de choses. Du coup c'est des gros rythmes de travail. Du coup en fait c'est ça on appelle l'équipe d'urgence. Il y a l'équipe mobile d'urgence qui fait elle l'évaluation, et après on a l'équipe d'urgence qui vient 3 mois maximum, et après on passe sur un setup RH, on va dire, de ressources humaines plus classique, avec des gens qui là vont signer 6 mois, 1 an et tout ça, quoi, parce que les choses auront déjà été un peu installées, et du coup on arrive quand même dans des dispositions différentes, quoi. Ouais, ces premières missions servent un peu de repérage en fait. Exactement, repérage logistique, admin, et aussi du coup programmatique, quoi. D'accord. Et donc, partir de quel moment on parle d'urgence humanitaire? En fait, même à partir de quel moment est-ce qu'on parle d'humanitaire? Euh, si tu arrives à répondre C'est compliqué. à cette question. Ouais, je suis pas une experte non plus, hein, mais parce que c'est vaste, l'humanitaire. Moi, je dirais qu'on parle d'humanitaire du moment
où, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, mais du moment où, comment est-ce que je voulais formuler ça? Ouais, je préfère pas en fait, parce que je pense que je vais dire n'importe quoi. Alors, je vais partir d'une distinction plus simple. Ouais. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'humanitaire, il va avoir accès à plein de témoignages de personnes qui sont allées aider dans des orphelinats ou à Ok. repeindre des maisons. Ok. Ça, c'est de l'humanitaire pour toi. Ok. Qu'est-ce qui distingue ce que toi tu vas faire dans ton J'ai ONG? compris. Voilà. Alors, à ce moment-là, j'ai une question très claire, encore une fois qui m'est personnelle. L'humanitaire, c'est professionnel, pour moi. Ouais. Et que le volontourisme, comme on appelle ça, il n'y a rien de mal et je trouve ça super que ça existe, mais ce n'est pas de l'humanitaire. C'est pour ça qu'il y a deux termes différents. Et même sans parler de volontourisme, les personnes qui simplement vont partir en stage bénévole. Ça, en fait, moi, je ne considérerais pas personnellement ça comme de l'humanitaire parce que je sais que les ONG humanitaires d'urgence, enfin même de développement, ne font rarement partir des stagiaires ou des bénévoles. Parce que justement, on est dans des contextes trop professionnels où il y a besoin de de beaucoup d'informations et de formation. Et que c'est des risques que les humanitaires ne peuvent pas prendre. Et donc, les autres expériences sont top. Et moi, je trouve ça super, encore une fois, que ça existe. Mais pour moi, je le qualifierais pas d'humanitaire, Ok. personnellement. Ouais, bah, parfait. C'était un petit C'est peu la ça à la question. limite. Qu'est-ce qui, selon toi, alors justifie une action humanitaire ou pas? Est-ce que, par exemple, un pays comme le Togo, qui a énormément d'associations pour aider à lutter contre la pauvreté, etc., est-ce que ces actions-là vont être des actions humanitaires ou est-ce qu'on va considérer que ça ne l'est pas parce que il n'y a pas, mettons, de conflit armé ou de catastrophe naturelle? Alors, pour moi, l'humanitaire, c'est pas que par rapport aux conflits armés, aux catastrophes naturelles. Comme je disais, c'est vraiment le côté professionnalisation. Il y a des pays où c'est juste que politiquement parlant, depuis des années, c'est bancal et du coup, ça impacte les populations. Du coup, je dirais que. Je sais plus la question, pardon. Enfin, Non, c'était ça? pas de problème. Oui, Oui. est-ce que je reprends l'exemple de la personne Mhm. qui va partir sur quelques mois faire Mhm. du- pas forcément du volontourisme, hein, vraiment du volontariat, Ouais. aider à la réhabilitation d'une école, mettons au Mhm. Togo. Est-ce que ça, on peut appeler ça de l'humanitaire selon toi ou pas? Non. Pour moi, l'humanitaire, en fait, c'est quand il y a vraiment de. En anglais, on dit life saving, donc c'est-à-dire vraiment quand il y a des vies en jeu. Quand on est sur du développement, c'est des missions de développement. L'humanitaire, pour moi, après, c'est ma notion à moi parce que c'est là-dedans que je travaille, c'est quand il y a vraiment la notion d'urgence, mais par rapport à la vie de quelqu'un, d'une communauté ou de personnes, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'entends les choses, moi. Ah bah, la distinction est intéressante. Et donc, on distingue développement et humanitaire d'urgence, en tout cas urgence humanitaire. Exactement. Urgence et développement, c'est deux méthodes de travail différentes, c'est deux principes différents, enfin, c'est pas les mêmes raisons. Et donc, ouais, c'est une approche différente. Et c'est des visions différentes. Parce que, comme je disais, dans l'urgence, du coup, il y a ce côté sauver des vies, ou en tout cas rendre la vie de quelqu'un plus digne. Alors que dans le développement, on est plus voilà, sur l'étape, on va dire, qui peut suivre éventuellement. C'est comme ça qu'on voit les choses, mais c'est pas toujours le cas. Où c'est vraiment donner les moyens à quelqu'un de vivre par lui-même, mais sur déjà un niveau de confort qui est plus haut, quoi. D'accord. Et comme tu disais, parfois ça peut être la continuité Exactement. d'une crise, mais pas forcément, parce qu'il y a des fois des pays ou des régions qui ne se relèvent pas forcément. Exactement, Ok. ouais. D'accord, ok. Est-ce que de ton expérience, tu as le sentiment que, qu'il y a des pays qui sont plus sensibles que d'autres au terrain dit humanitaire, à la crise, En termes de sécurité. Hmm. en termes de En termes sécurité de sécurité, bien sûr. Bah, il y a des contextes plus ou moins tendus, comme on dit. En fait, tout dépend de. Pour moi, la sécurité, pas tout, mais il y a une partie déjà qui est impactée par si les humanitaires sont les bienvenus ou pas par l'État en place. Parce que on connaît le sans-frontiérisme et en fait, c'est un peu le mandat aujourd'hui de beaucoup d'ONG. On essaye toujours de s'enregistrer, on essaye toujours de venir officiellement et de faire les choses dans la loi du pays. Après, encore une fois, il y a cet équilibre entre sauver des vies et nous, ce qu'on veut faire et l'impact qu'on veut avoir et l'accueil qu'on a de l'État.
Voilà, donc ça dépend. Et ça peut être compliqué si on n'est pas les bienvenus, si on n'aide pas, parce qu'après l'État a son propre avis, donc peut-être qu'on n'aide pas la bonne communauté, peut-être qu'on n'aide pas dans la bonne région, peut-être que... Enfin voilà, il y a plein de raisons. Et ça, par exemple, niveau sécurité, ça joue beaucoup, parce que de pas être les bienvenus, sans dire qu'il y a une agressivité, juste il y a pas forcément d'aide du coup de la part de l'État, ce qui nous est parfois complètement essentiel, ça peut gérer un peu plus d'insécurité, on va dire. Tu peux nous donner un exemple un peu plus concret, une illustration J'en ai plus plusieurs. concrète? Ouais. Mais en particulier, pour moi, ça a été le Sud-Soudan, du coup, où là, vraiment, l'État mettait des bâtons dans les roues aux ONG. C'était, enfin, je le dis comme ça, un peu crûment peut-être, mais c'était vraiment le cas parce que les choix portés, enfin, de la communauté que la majorité des ONG aidaient n'étaient pas la priorité de l'État et que pour lui, l'humanitaire devait faire d'abord autre chose. Sans faire un cours de géopolitique complète, tu peux rappeler la situation du Sud-Soudan Alors, pour qu'on ait une image claire un petit peu de ce que tu expliques? ouais, au Sud-Soudan, du coup, rapidement, on a une ethnie majoritaire au pouvoir et une des ethnies minoritaires qui occupe un territoire très, très, on va dire, historiquement connu et envié. Pourtant, il n'y a pas spécialement de ressources, hein, mais c'est vraiment c'est un concours de territoire, là. Donc voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'ethnie majoritaire au pouvoir a décidé de chasser cette ethnie qui est minoritaire et qui en plus occupe un espace, une zone géographique enviée par l'État. Donc bon, forcément, ils veulent pas juste enfin, pour chasser des gens, voilà, des fois, il y a la violence qui s'installe. Et du coup, c'est cette ethnie minoritaire que les ONG protégeaient, parce qu'il y avait du coup aussi un aspect vraiment de protection et aidaient dans ses besoins vitaux, quoi. D'accord. Et très concrètement, toi sur le terrain, t'as ressenti qu'il y avait des bâtons dans les roues, comme tu disais Concrètement, l'exemple que je donne souvent, c'est quand on bougeait autour de ce camp de réfugiés internes qu'on appelait. Ça nous arrivait très régulièrement de nous faire arrêter par des checkpoints. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que des fois, on nous arrêtait toute la journée. On nous demandait de l'argent pour récupérer les clés de notre véhicule et nos cartes d'identité, souvent, locales. Et, euh, et sauf qu'en fait, on ne peut pas juste faire ça comme ça. Il y a des règles et qu'on doit d'abord négocier, qu'on doit avoir l'autorisation de plusieurs personnes avant de pouvoir verser de l'argent. Surtout dans une telle situation quand il n'y a pas de raison, on va dire, légale. Et sauf que les militaires du checkpoint savaient pertinemment qu'on avait un couvre-feu. Et du coup, ils savaient pertinemment que si nous faisaient attendre suffisamment longtemps, on allait être un peu obligé de devoir verser une somme d'argent à un moment ou à un autre. Exemple typique. Est-ce que là on commence à parler de corruption? Complètement. C'est le cas, hein. De toute façon, c'est présent dans notre métier, c'est un fait. Après, c'est la gestion de la corruption, c'est quelque chose de réel au quotidien. Parce que on arrive en tant qu'humanitaire, souvent étranger, avec du matériel radio, avec des ordinateurs, avec des choses qui montrent que oui, il y a de l'argent quelque part. Après, chacun a ses projets et une quantité d'argent. Mais forcément, du coup, on est les cibles de tout ça. Mais même, j'ai envie de dire, quand on a fini notre journée de travail, hein, les tracasseries policières, ça arrive beaucoup parce qu'on est blanc et qu'ils se disent, bon, il y aura peut-être un petit billet à la fin, quoi. Donc après, c'est la gestion de la corruption. On ne peut pas toujours y échapper non plus, il faut le savoir. Il faut être prêt à se dire que des fois, oui, on est un peu utilisé aussi, mais des fois, on pèse le pour et le contre et on se dit, c'est quoi le mieux pour mon projet, pour mon ONG, pour mes bénéficiaires. Est-ce qu'il vaut mieux rester? Est-ce qu'il vaut mieux partir? Voilà, il y a ça aussi. Le droit de retrait d'une ONG, ça existe personnellement, mais d'une ONG, c'est important aussi. Si ça devient ingérable, si ça devient qu'on est trop en contradiction avec le mandat de la structure, oui, je pense qu'il y a la question de partir qui se pose, bien sûr. Ok. Que des sujets joyeux jusqu'à présent. On peut passer à autre chose, hein, je sais pas. Qu'est-ce qui te motive toi à continuer à faire de l'humanitaire avec tout ça, toutes ces contraintes, tout... Ce qui est motivant, c'est déjà, je pense que beaucoup de gens s'engagent dans l'humanitaire pour ça, c'est de bouger. Et donc je commence pas par dire que j'apporte ma pierre à l'édifice dans sauver des vies. Avant tout,
C'est ça, quoi. C'est de bouger, de voir. Je m'ennuie jamais, en fait. Parce que même si j'arrive dans un pays, je sens que le contexte, moi, me touche pas trop, ou moins, que le travail, bon, c'est pas non plus hyper stimulant. Je me dis, en fait, j'ai signé pour 6 mois, et dans 6 mois, si je veux, je suis ailleurs. Et parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est quand même assez. On se fait un réseau assez rapidement, parce qu'il n'y a pas 15 millions d'ONG en France non plus, d'ailleurs, même anglophone. Donc voilà, c'est quand même c'est assez rapide. Ce réseau, il se fait assez rapidement. Et donc, ouais, la première chose pour moi, c'est bouger, de ne pas m'ennuyer. Après, c'est l'interculturalité. Oui, de découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux mets culinaires, des nouveaux paysages, avec toutes les contraintes qu'il y a aussi, hein, parce que des fois, bah, c'est difficile en Syrie, en tant que femme, bah, voilà, on est face à des caractères, des fois, voilà. Mais moi, ça reste une motivation. Le jour où ça le sera plus, ce sera un effort, je pense que là, bon, je me poserai la question de faire autre chose. Mais pour l'instant, ça reste une excitation, ça reste une envie que j'ai, donc je continue, quoi. Il y a ça, et bien sûr qu'il y a l'impact qu'on a sur les bénéficiaires. Et c'est pas gratifiant forcément, c'est juste, c'est agréable de faire ça dans la vie en fait. Sans, je veux pas aller dans le cliché que j'ai le cœur sur la main et tout ça, parce que je considère pas être comme ça. C'est un cliché qu'on a et c'est pas toujours évident d'avoir cette étiquette. Mais, euh, mais juste, enfin voilà quoi, bien sûr que en fait on essaie de rehausser le niveau de vie des gens qui ont rien et surtout qui n'ont rien demandé parce qu'ils se retrouvent dans des conflits ou dans des crises naturelles, pas possible. Donc c'est juste, enfin, c'est humain en fait, c'est tout quoi. Tout à l'heure, tu parlais de l'humanitaire en disant que c'était avant tout une affaire de professionnels. C'est un milieu effectivement qui se professionnalise vachement. Il y a énormément de formations qui se font. Typiquement, il y a des formations pour faire que de l'humanitaire. L'Institut Bioforce que j'ai fait déjà, parce que moi du coup j'ai fait une formation en 3 ans post-bac comme on dit, du coup avec cette double formation de services généraux et logistique humanitaire. L'Institut Bioforce propose du coup des formations pour d'autres tranches d'âge aussi, enfin ayant des personnes ayant déjà une expérience, on va dire des diplômes ou ce genre de choses et qui veulent se réorienter. Je crois que c'est à partir de 25 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Et là, où, ouais, vraiment, il y a plusieurs secteurs. On va avoir tout ce qui est technique logistique, technique programmatique, donc eau et assainissement ou sécurité alimentaire. Après, il y a tout ce qui va avoir coordination. Et il me semble qu'il y a une formation aussi assez courte, mais de chef de mission, si je ne me trompe pas. Donc oui, il y a des formations qui existent 100% humanitaires. Après, je connais de noms d'autres masters, dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas sûre de l'appellation. Mais il y a quand même, malgré... Enfin, on n'est pas obligé de passer par l'Institut Bioforce, quoi. Il y a d'autres formations qui nous permettent d'intégrer facilement des structures humanitaires. Trouver du travail dans l'humanitaire, ça se fait facilement. Non. Honnêtement, non. En fait, avant sa première mission, ça peut très vite être compliqué. Moi, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance et les choses se sont enchaînées très rapidement et tout ça, grâce à mon alternance au sein du siège de la structure de l'ONG pour laquelle je travaille actuellement. Moi, de ce que je vois, pour avoir un premier départ, pour réussir à partir, dans 80% des cas, surtout quand on est jeune, euh, c'est bien de passer par un stage ou une alternance au siège d'une ONG. C'est ce qui va vous faire un peu connaître par l'ONG et après vous faire partir. Mais il y a beaucoup de structures qui sont réticentes forcément à envoyer des jeunes et ça se comprend parce que, comme on en parlait, on n'est pas dans des contextes toujours évidents. Et donc, des jeunes sans formation ou sans expérience, ça peut refroidir. Donc, c'est pas évident, non. Et, euh, et la carrière d'un humanitaire, ça peut donner quoi? Si on prend ton exemple, aujourd'hui, tu as certaines responsabilités. Vers qu'est-ce que tu peux imaginer atteindre? Quel parcours tu peux espérer avoir comme carrière dans l'humanitaire? On va y aller étape par étape, mais là, je commence à avoir un peu les échelons au-dessus. Donc, de coordination, j'ai envie de rester dans la logistique, mais après, je sais qu'il y a l'opportunité aussi assez facilement de faire de la logistique et de l'administratif. C'est deux métiers support qui peuvent se compléter. Donc ça aussi, je pense qu'un jour, ça m'intéresserait. Après, à terme, si un jour, si je devais me projeter, je pense que un jour, j'aurais envie de travailler au siège d'une ONG aussi. C'est souvent ce qui se passe, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas... Enfin, c'est délicat dans la vie de continuer à voyager tous les 6 mois et tout ça. Donc, au bout d'un moment, pour se stabiliser, on peut faire autre chose aussi, hein. Mais il y a cette possibilité de travailler au siège de l'ONG, d'une ONG, et du coup d'avoir cette stabilité, on va dire, quotidienne, mais en restant dans ce qu'on sait faire et ce qu'on aime, quoi. Et
Et donc, tu as parlé de chef de mission, coordination logistique, etc. À quoi ressemble l'organigramme d'une ONG, d'une mission sur place? Comment ça se passe? Comment toutes ces personnes interagissent entre elles? Toi, quand tu es logisticienne, tu n'es pas logisticienne sur un seul programme, tu peux être la logisticienne pour différents programmes. Comment ça se passe un petit peu Alors, bon, ça dépend quand même des missions, mais de manière générale, il y aura toujours donc un chef de mission, un directeur pays, comme on appelle maintenant. Du coup, le chef de mission, il est en charge de la sécurité et de la gestion de tous les expatriés en direct. Euh, il est basé souvent en capitale, en tout cas ce qu'on appelle à la coordination. Parce qu'il y a les bases où là, il y a nos activités de programme. Et au-dessus, pour coordonner justement ces bases-là, comme on dit, il y a la coordination. Et donc, à la coordination, on a donc notre directeur pays. On va avoir un coordinateur logistique, un coordinateur admin et un coordinateur programme. Au minimum. C'est le minimum. Et on va souvent avoir je ne connais pas le mot en français, personne. C'est le Reporting Communication Officer qui est en charge d'essayer de trouver des financements. En gros, c'est ça. Ça, c'est le minimum, quelle que soit la taille, souvent, de la mission, c'est le minimum. Après, ça peut arriver que le coordinateur logistique et le coordinateur admin soient fusionnés comme poste. Mais sinon, c'est le minimum. Et donc après, sur les bases, on a un coordinateur terrain qui, lui, va gérer les expatriés de la base. Et sous lui, du coup, on va avoir un logisticien, un admin, donc en charge de administration, finance et RH. Et du coup, je cherche mes mots en français. pour le programme? Ouais, un manager programme, un programme manager, voilà. Donc voilà, en gros, c'est l'idée, enfin les organigrammes type, c'est ça. Après, du coup, comment est-ce qu'on communique ensemble? Le programme va remonter ses besoins au métier support, donc à la log et à l'admin, pour lui mener à bien son projet. Et après, la log et l'admin, c'est deux métiers qui doivent beaucoup communiquer, parce qu'on ne peut rien acheter au niveau de la logistique sans argent. Enfin voilà, ça peut paraître bête, mais il faut bien se concerter. En termes de RH aussi, on va beaucoup aller voir l'admin si on a besoin d'ouvrir des postes en recrutement, ce genre de choses. Et au niveau sécurité aussi, parce qu'encore une fois, la logistique est là en support de la sécurité. Et que quand on parle finance, on parle trésorerie. Donc forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. Et du coup, il y a le CT aussi qui donc coordonne tout ça et lui est en charge de la sécurité. C'était coordinateur terrain. D'accord. Ok. Ouais, on voit aussi pas mal l'importance de la sécurité. Elle est vraiment toujours à tous les échelons. Mm-mm. Ouais. Ok. Les personnes qui travaillent dans l'humanitaire, tu disais qu'il y avait pas mal de réticences pour les ONG à envoyer des jeunes. Mm-hmm. Quelle est l'expérience un peu attendue des personnes qui font leur première mission dans l'humanitaire? Alors, je pense que ça dépend du poste. Si par exemple on parle de programme, ça va être quelqu'un d'assez technique. Mais en plus de ça, mais comme en fait même en logistique d'ailleurs, ça peut être de connaître les procédures internes, de connaître ce que la logistique, d'avoir il faut quand même être assez social parce que c'est aller beaucoup vers des gens qui viennent d'un autre pays, donc on ne connaît pas trop les habitudes et tout ça. On a des équipes en dessous de nous, donc il faut être un peu moteur, quoi. Après, ce qu'on attend, mis à part tous ces côtés techniques, c'est vraiment une personnalité. Et c'est très... C'est pas facile c'est sensible, quoi, parce que c'est chaque personne, et ça va dépendre de l'entretien RH, enfin, ça peut dépendre de plein de choses, mais comme tout entretien. Mais là, la différence avec on va dire, un métier, on va dire, stable dans les conditions de vie, c'est que là, si jamais ça va pas, on est loin quand même. Et que les évacuations, c'est possible, tout est possible, mais ça peut prendre du temps. Et donc, il faut qu'on s'assure que la personne, elle va pas perdre ses moyens, en fait, à un mauvais moment. Mais pour elle, avant même que ce soit pour la structure, on parle de pour elle, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va essayer de jauger. Donc, ça va être de l'adaptabilité, mais aussi une vraie gestion du stress. Moi, je sais que j'ai toujours été transparente avec mon stress et que je pose beaucoup de questions avant de partir sur le terrain, mais moi c'est mon côté, c'est comme ça que je gère les choses. Enfin voilà, et c'est ça qu'on va essayer de déceler. Comment est-ce que la personne se connaît elle-même? Parce que si elle n'a pas conscience de tout ça, ça peut sortir au grand jour au pire moment sur le terrain, quoi. D'accord. Tu parlais aussi tout à l'heure là, des
des personnes qui travaillent au niveau national, le staff national. Euh, Est-ce qu'il y a il n'y a pas une disparité entre les compétences techniques qui viennent beaucoup de la France, on va dire, par exemple, pour le cas de cette ONG, et des personnes qui sont sur le terrain, qui vont travailler pour l'ONG, mais qui ont pas les compétences peut-être pour tout gérer Bah, oui, le fléau des pays dans lesquels on travaille, c'est le manque d'éducation. Et c'est quelque chose qui est ancré, hein. Enfin, ça fait longtemps et que on peut pas tout changer. Donc forcément, sur les côtés techniques, par exemple managérial, c'est très délicat de trouver en local les ressources enfin, quelqu'un de compétent là-dedans qui a déjà une expérience. Donc forcément, bah oui, en Europe, on les trouve plus facilement. Donc il y a un écart, il y a un réel écart, et c'est lié au manque d'éducation. et, euh, et une personne qui a la nationalité du pays dans lequel on intervient peut espérer quand même à un moment donné avoir un poste à responsabilité dans ce type d'ONG. Complètement. Il y a des postes de managers occupés par des expatriés qui sont aujourd'hui, comme on dit, nationalisés. C'est-à-dire que maintenant, on recrute en local. Et c'est le but, hein. C'est le but de toute ONG, on va dire, dans un monde idéal et dans une utopie. C'est d'avoir, en fait, enfin, plus que des, des staffs nationaux. Moi, il y a une belle histoire que j'aime beaucoup. Au Sud-Soudan, je suis arrivée et mon chef de mission, directeur pays, était bangladeshi. Il avait commencé gardien pour l'ONG avec laquelle je travaille au Bangladesh. En 15 ans, il est passé de gardien, ce qui est un des postes d'entrée, on va dire, de solidarité qui demande peu de qualifications, à chef de mission. Moi, je trouve ça super beau. Donc c'est possible, en fait. Tout est possible. Après, bien sûr, il faut se donner les moyens et tout ça. Mais voilà, c'est possible. D'accord. Et le fait qu'aujourd'hui, on parlait de l'Institut Bioforce tout à l'heure, ouvre ses portes en Afrique. Je crois qu'ils ouvrent un centre de formation, c'est le Burkina Faso, Oui. il me semble. Tu penses que c'est ça qui va dans le bon sens, c'est essayer d'ouvrir des centres de formation spécialisés dans l'humanitaire dans différents pays? Moi, je pense que oui, ça, il faut le faire. C'est super. Après, ça n'enlèvera pas le problème de manque d'éducation qui est bien plus jeune. Ces formations-là, elles sont faites pour des gens, voilà, à partir de 20 ans, on va dire post-bac. Mais le manque d'éducation dans les pays dans lesquels on intervient, il est présent. Et voilà, enfin voilà, après c'est un autre combat, on va dire, c'est encore autre chose, quoi. Mais c'est un vrai fléau, hein. D'accord. Et comment c'est perçu le fait que toi, comment toi tu es perçue en tant que Française quand tu es sur place? Quel est ton rapport avec les gens qui vivent sur place, qui se battent autant pour leur pays que comme toi pour réduire les inégalités? Quelle relation tu peux avoir avec ces personnes-là? Ça dépend, hein, bien sûr. De manière générale, moi j'ai adopté une habitude, c'est deux premières semaines d'être vraiment en observation pour montrer que je suis pas là. Justement, il y a ce cliché du blanc qui arrive avec ses connaissances, ses capacités et tout. Moi, je veux vraiment pas être là-dedans parce que bah, c'est pas le cas. J'ai pas la science infuse. Et que surtout, après 3 missions maintenant, j'en ai la certitude, c'est que c'est nos staffs qui connaissent beaucoup mieux les choses que nous. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Nous, les expatriés, on est là pour 6 mois, 1 an. Et donc voilà, moi, je suis toujours un peu dans l'observation au début. Après, ça, c'est moi, c'est ma manière de fonctionner. Et après, ça s'est rarement mal passé parce que justement, en fait, c'est juste de montrer que il faut accepter de ne pas savoir et de montrer à tes équipes locales qu'elles savent beaucoup mieux. En fait, c'est leur pays, elles sont nées ici, elles ont grandi ici, elles le connaissent beaucoup mieux que moi. Et que moi, après, j'apporte le côté technique, de la logistique éventuellement, mais c'est la seule chose que j'ai à apporter en fait au final, quoi. Et si t'es clair avec ce positionnement-là, il y a peu de problème. Être une femme dans l'humanitaire, c'est un problème? Je dirais pas que c'est un problème. Je dirais que c'est parfois une contrainte, bien sûr, c'est pas évident. Mais c'est pas un problème, au contraire, parce que il y en a quand même de plus en plus. En logistique, c'est vrai que ça reste quand même masculin. Mais en fait, faut faire ses preuves comme un mec, quoi, c'est tout. Enfin, je le sens pas comme ça. Après, là où ça peut être un peu plus délicat, bien sûr, c'est quand on est face à des communautés où la femme a une place particulière, avec des codes particuliers. Là, forcément, c'est moins évident parce qu'on les connaît pas et que souvent, c'est des communautés reculées ou alors vraiment avec des codes particuliers, quoi, qu'on vraiment on ne connaît pas. Donc là, c'est un peu plus délicat. Des fois, c'est frustrant aussi, hein.
le machisme existe de partout, c'est international, et que ça peut venir de manière très imprévue. Donc bon, mais je dirais pas que c'est une difficulté non plus, c'est pas un frein, mais en fait, même dans tous les autres métiers, une femme doit toujours faire un peu plus ses preuves qu'un homme, c'est tout. Normal. Enfin, normal. Ça devrait Oui, pas oui. l'être. Et donc pour en revenir à cet aspect logistique programme, si c'est possible pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer par exemple typiquement sur quel type de programme tu es en soutien actuellement là en RCA? Actuellement en RCA, on est dans la construction d'abris, mais pas d'urgence, vraiment un peu stable. On est du coup, dans de la sécurité alimentaire, avec la distribution de caprins. Alors, Parfois, sécurité alimentaire, Caprin, est-ce que tu peux pardon. nous dire? Sécurité alimentaire, du coup, c'est en fait, quand on parle donc d'eau et d'assainissement, c'est tout ce qui est autour de l'eau. Donc ça peut être accès à l'eau, mais ça peut être aussi hygiène et tout ça. Enfin, c'est vraiment à quoi l'eau pourrait servir. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est pour souvent consolider les besoins des populations. Exemple, on peut faire une distribution de vivres, mais si tous les ans on doit la refaire, c'est pas pertinent. Du coup, on essaie quand même d'autonomiser au maximum les communautés qu'on aide. Du coup, caprins, c'est des animaux, enfin c'est comme du bétail, c'est du bétail en fait. C'est une distribution de bétail pour eux leur permettre d'avoir un petit cheptel et du coup après d'être un peu plus autonome. On va aussi faire tout ce qui est distribution de semences, comme ça c'est eux qui peuvent les planter. Et en fait, ce qui leur permet aussi là-dedans, c'est de choisir ce qu'ils plantent. Ils peuvent les échanger. S'ils préfèrent le maïs à l'aubergine, ils peuvent échanger avec leurs voisins, avec d'autres communautés par la suite en fait. Et c'est ça on essaie vraiment d'autonomiser. Et du coup, construction d'abri, ça c'est tout ce qu'on appelle abri. Et donc ça peut être de la réhabilitation, ça peut être de la construction, ça peut être... Des fois aussi, ce qu'on fait, c'est... Par exemple, là on l'a fait pour une partie, c'est qu'on distribue de quoi construire, mais qu'après c'est eux qui font le... Après on est là en support pour tout ce qui va être génie civil un petit peu quoi. Mais on leur laisse le choix de comment ils veulent construire leur maison quoi. Pour pas qu'ils aient tous la même maison et que... En fait, l'humanitaire de manière générale aujourd'hui c'est un peu de sortir de ça et de la dépendance des bénéficiaires aux ONG et qu'en plus de ça on leur distribue la même chose, ils n'ont plus le choix. Maintenant voilà, il y a aussi tout ce qui est cash. On n'en fait pas encore nous en RCA, mais on en a beaucoup fait, moi je sais en Syrie. C'est qu'en fait maintenant on fait des distributions de cash, ce qui permet aux bénéficiaires de choisir ce qu'ils achètent et de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est ce qui s'appelle les programmes de microcrédit? Exactement. Parce qu'en plus de réinsérer dans l'économie locale, il y a cette notion de choix. Et il y a une autre technique aussi qui marche assez bien pour vraiment laisser le choix à ce bénéficiaire, c'est les foires. On fait une étude de marché local, on demande aux fournisseurs d'avoir tant de produits disponibles, et nous on les paye selon ce qu'ils vendent en fait derrière. Ils viennent les bénéficiaires avec des coupons. Et pareil, ça leur laisse le choix plutôt que de distribuer 2 couvertures dans un kit hygiène, par exemple. Si on prend un kit hygiène, des rasoirs et des serviettes hygiéniques, peut-être qu'en fait ils ont peut-être plus besoin de dentifrice, mais vu qu'on harmonise la distribution selon les besoins, des fois en fait on passe à côté. D'accord, ouais, donc il y a en tout cas, ce que tu décris, une volonté d'évoluer pour moins imposer, c'est ça les On veut programmes? moins imposer, parce que le principe de l'humanitaire, c'est donc vraiment remettre la personne dans sa capacité de choix. Et une distribution, au final, bah oui, bien sûr, ça aide, parce que souvent, c'est des produits dont ils ont besoin, vraiment, mais il n'y a pas le choix. Et c'est ça qu'on essaie de remettre en place, et qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, donc c'est de plus en plus possible, que les fournisseurs sur place, maintenant, commencent à être habitués. Enfin, voilà, ça se fait, et que les bénéficiaires, en fait, apprécient. Donc, nous enfin, c'est nos clients un peu les... Pardon, c'est pas nos clients, mais qu'est-ce que... Ouais, c'est nos... Si, c'est ça, enfin, c'est nos clients, le client est roi, entre guillemets, quoi. Ouais, C'est ça alors, que je veux dire. on dit pas client, on dit Non, bénéficiaire, mais voilà, parce qu'il n'y a pas de relation marchande évidemment aucune. avec Mais, ces personnes-là, mais euh, peut-être que tu voulais dire le service que vous oui, voilà, c'est apportez, ça. vous essayez d'avoir la même qualité que ce que nous on peut avoir en France, mettons, un Exactement. restaurant va considérer qu'il faut que le client soit rat, comme Oui, tu voilà, dis, c'était voilà. un peu cette comparaison que je voulais faire. D'accord. Mais Ouais, la prestation qu'on fait, ouais, c'est ça. nous, on s'impose un minimum requis de qualité. Et après, bien sûr, on est toujours en perpétuelle évolution. Ok. Perpétuelle évolution. Bah écoute, super.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, il y a un point que tu aimerais particulièrement donner, un conseil par exemple que tu aimerais donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire? Bah, de bien se renseigner pour pas être surpris, parce que c'est pas évident, hein. Mais je parle avant de se lancer dans les études, mais même une fois que, enfin vraiment, si on est à la veille d'un départ, de vraiment se renseigner, mais ça peut aller sur le détail, quoi. Moi, je sais que je vais partir à chaque fois, je demande vraiment autant professionnel, donc qui sont les équipes sur place, c'est quoi leur caractère de chaque personne, c'est enfin vraiment dans ce détail-là, mais aussi sur les conditions de vie, sur la ville, est-ce qu'elle est agréable, pas agréable, est-ce qu'il fait chaud, pas chaud, qu'est-ce qu'on mange. En fait, c'est des choses c'est les premières choses qui au quotidien peuvent être pesantes. Et donc, ça paraît des détails, et ça paraît un peu, enfin pas guindé, mais déplacé de demander ça, et en fait, bah non, on signe pour quelque chose. Moi, je veux toutes les infos avant de partir. Voilà. Donc c'est ce que je conseille, de bien se renseigner. Toujours. Super. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Tant mieux. Louise, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour Avec ton plaisir. temps. Ouais. Et puis bon courage pour tes prochaines missions. Merci. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.